Allons-y, colonisation, infection. Cette diapo, je pense que tout le monde la connaît. C'est l'immunopathologie, le spectre immunopathologique des pathologies liées à l'aspergillus, vous le savez bien. Et quand on screen un petit peu les pathologies dont on parle, celles qui vont être un peu plus intéressantes pour nous dans le cadre de la question qu'on traite aujourd'hui, c'est peut-être les pathologies à droite, les COPD, l'asthme, la muco et les bronchectasies, pour lesquelles il y a toujours une incertitude par rapport au diagnostic d'aspergillose, de colonisation ou de diagnostic avéré. C'est un petit peu moins difficile pour les malades d'hémato, quoique on va discuter un petit peu de ça. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a hérité de la description de la typologie princeps qu'on a dans la tête et dont on a un petit peu de mal à s'affranchir, avec, vous le savez, une interaction forte avec le système immunitaire initial, un champignon qui est angiotrophique, qui va donc vers l'oxygène et vers les hydrates de carbone et qui, par conséquent, doit lyser, nécroser les tissus pour arriver à trouver ces substrats. D'où la description princeps de l'invasion tissulaire, bien sûr, sans séquestre initialement, et le séquestre secondaire à la faveur de la détertion liée à la reconstitution immunitaire, ce qui a déterminé d'ailleurs les critères de l'ORTC de 2008, avec la classification possible, probable, prouvée. Dans le probable, ce qui est intéressant, c'est les critères cliniques qui sont essentiellement axés sur la pathologie hématologique, la neutropénie supérieure à 7 jours et toutes les médications immunosuppressives. En radio, on est lié à 3 critères que sont le nodule, le halo sign, le signe du halo, et le signe du croissant gazeux. Et bien sûr, les critères mycologiques qui tournent autour de la culture, des galactomananes et éventuellement des bêta-D-glucanes. Actuellement, il faut envisager un tout petit peu les choses différemment, c'est-à-dire qu'on a d'autres ressources thérapeutiques qui sont arrivées depuis 2002 que l'ambisome, le fameux amphotéricine B qu'on avait initialement. Et on est sur une fenêtre d'intervention qui est actuellement plus précoce et qu'on essaye de positionner de façon plus précoce pour traiter ces patients. Et donc anticiper sur ce stade de l'angio-invasion et de l'infarcissement tissulaire, qui est un stade un peu trop avancé avec les ressources dont on dispose actuellement. Alors, pour distinguer colonisation-infection, il faut connaître un petit peu la classification actuelle sur laquelle on raisonne, en sachant qu'effectivement, il y a le signe du croissant gazeux, le signe du halo et les nodules, bien sûr, et qu'actuellement, on décrit d'autres typologies dont on va parler rapidement. Et il y a ce fameux galactomanane qu'on peut interpréter en fonction des résultats qu'on obtient dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire ou dans le sérum, avec, chez les patients ICU, tout venant, si on indiscrimine les patients d'hématologie dans cette cohorte, une sensibilité qui tourne autour de 67%. En ce qui concerne le lavage broncho-alvéolaire, et peut-être un peu moins dans le sérum. En sachant que le galactomanane correspond à la filamentation active du champignon, comme ça a été élégamment décrit dans certains modèles d'infection cellulaire, et que donc on est a priori avec un biomarqueur qui signe la filamentation et donc l'invasion. Alors les typologies alternatives, il faut les connaître de façon à pouvoir intégrer ça dans la façon dont on approche la phase diagnostique pour le patient, notamment le fait qu'il va falloir effectivement s'affranchir des signes classiques que sont le nodule, le halo sign et le croissant gazeux, et qu'il faut savoir discriminer d'autres typologie, notamment la typologie du tree in bud, c'est-à-dire des images en arbre à bourgeons, qui est maintenant une entité qu'on voit relativement fréquemment, et notamment chez les patients transplantés de cellules souches hématopoïétiques, notamment les greffes allogéniques, bien sûr, et puis greffes allogéniques, ceux d'autant qu'il y a de la GVH et ceux d'autant qu'il y a de la GVH pulmonaire, et puis bien sûr la transplantation cardiaque et pulmonaire, qui sont aussi fortement à risque, avec, vous voyez, des chiffres qui montrent que c'est une forme relativement fréquente. D'autre part, sur les patients spécifiquement COPD en particulier, on va se retrouver sur des configurations, effectivement, les présentations radiologiques ne vont pas du tout être classiques, en allant des micronodules, en passant par les nodules, avec du verre dépoli, des condensations et voire des épanchements pleuraux. Donc effectivement, dans les recos de 2017 de l'ECMID, on a commencé, puisqu'il y avait un groupe de travail mené par Patricia Munoz, qui s'est occupé de colliger toutes les infos sur les diagnostics chez les patients hors hémato. Et on a commencé à discuter un peu des formes alternatives.
Alors, en ce qui concerne les COPD, parce que ça représente une partie assez importante des gens qui rentrent en réanimation, quand on regarde la cohorte colligée par les multicentriques par les équipes belges, on constate qu'effectivement, ça représente l'essentiel du cortège des patients associés à cette cohorte, et que si on reprend la nomenclature des troubles ventilateurs obstructifs, il y a la possibilité pour au moins 2 d'entre elles, bronchectasie et COPD, de développer d'authentiques formes d'aspergillose pulmonaire invasive. C'est beaucoup moins évident pour les patients atteints de mucoviscidose ou d'asthme pur, où on est sur clairement des formes frontières. Ce que je voudrais aussi porter à votre attention, c'est le fait qu'il faut prendre en compte maintenant la pathologie grippale comme étant impliquée ou une étiologie éventuelle, et donc la séquence, l'enchaînement d'une grippe avec une pathologie aspergillaire, maintenant on le sait, est parfaitement bien décrite, avec notamment l'épidémie de 2009, H1N1 2009 qui a mis à jour cela. Le fait que la performance du galactomanane dans le BALF ressorte comme étant quelque chose d'important dans le diagnostic de ces patients, et que la mortalité est plus élevée chez ces patients-là. La raison étant que peut-être il y a un petit délai diagnostique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce délai diagnostique est d'autant important qu'il s'agit de patients immunocompétents qui font une grippe très sévère et qui se compliquent d'une aspergillose, probablement parce que cette séquence n'est pas encore tout à fait identifiée et qu'il faut y penser. Ça, c'est une thématique importante. Je veux aussi porter à votre attention, dans un domaine un peu plus spécialisé de la transplantation pulmonaire, ces fameuses entités d'aspergillose trachéobronchique sur les sutures qui sont absolument critiques pour ces patients-là, qui déterminent des pathologies aspergillaires invasives très précoces après la transplantation, si on ne prend pas soin de traiter très rapidement toute forme endobronchique, de façon à ce que ça ne dégénère pas en forme parenchymateuse. Portez à votre attention aussi que l'examen direct est quelque chose qui est important. Les labos parfois n'ont pas le temps de le faire pour des raisons en tout cas chez nous, de temps en temps l'examen direct n'est pas rendu pour des raisons c'est assez chronophage, mais il faut savoir y accorder de l'importance. Sur les cultures aussi, quand on vous rend rare colonie, les mycologues considèrent que c'est moins de 5 UFC sur la gélose, et donc effectivement le diagnostic peut être mise en défaut, entre guillemets, par une colonisation qui se passe en général, d'ailleurs, sous les PSM, ils le décrivent assez bien. Donc, moins de 5 UFC, c'est-à-dire rare colonie ou une UFC formant colonie, il faut rester vigilant vis-à-vis, effectivement, d'une colonisation probable ou d'une contamination laboratoire. Facteurs de risque. À gauche, au risque, bien sûr, la pathologie hématologique. Les risques intermédiaires, plutôt la transplantation et cette fameuse grippe qui, dans tous les settings que sont les patients notamment transplantés, est majeure, c'est-à-dire qu'on est extrêmement vigilant vis-à-vis des pneumopathies grippales chez les patients immunodéprimés actuellement. Et puis bien sûr les low risques qui sont les critères habituels. Alors, l'algorithme clinique pour essayer de discriminer, c'est celui de Boulpa et Blot, hein, mais Blot dans la JRCCM en 2012, première avec la littérature qui a commencé à ce sujet-là en 2007 avec Pierre Boulpa. Ce qui est intéressant dans cette nomenclature, dans cet algorithme, c'est que effectivement tout a été basé sur le fait d'exclure le galactomanane du diagnostic. Pourquoi ? Parce que ces malades sont en général pas neutropéniques, et donc la sensibilité de ce test est très abaissée dans cette situation-là. Qu'à l'époque où le score a été établi, le galactomanane dans le LBA n'était pas validé comme étant un biomarqueur d'une fiabilité extrême. Et donc tout repose sur le fait qu'on associe des critères qui sont liés au patient et liés à des critères radiologiques non spécifiques. Et donc quelque part, on baisse la sensibilité, mais on augmente la possibilité, entre guillemets, d'inclure ces patients dans une aspergillose putative. Quand ces patients ne répondent pas à ces critères-là, à au moins le critère 1, plus 2, plus 3 et un des quatrièmes critères, ces patients sont considérés comme étant colonisés. Effectivement, quand on screen un petit peu ce score, on s'aperçoit qu'effectivement, on a un bénéfice par rapport aux critères et au RTC, encore une fois parce qu'on a éliminé de ce score un biomarqueur qui est considéré comme étant quasi spécifique de la pathologie. Donc la performance est meilleure. En revanche,
La sensibilité en ce qui concerne la valeur prédictive positive est assez basse et on considère actuellement que c'est plutôt un score qui nous permet plus finalement d'invalider le diagnostic que de le retenir formellement, en sachant qu'il y a eu une validation effectivement de cet algorithme par une étude contrôlée en histopathologie qui a permis de valider ces chiffres de sensibilité et de spécificité. Quand on regarde un petit peu avec le recul, puisqu'on est actuellement en 2018, et qu'on compare les algorithmes qui ont été proposés, l'algorithme initial de 2007 dans le papier Princeps de Pierre Bulpa dans l'ERJ, qui était en fait un score qui ressemble à l'algorithme clinique, mais l'algorithme clinique étant un peu plus abouti, on constate effectivement que la sensibilité et la spécificité de l'algorithme clinique sont meilleures, et encore une fois, c'est parce qu'on a perdu des biomarqueurs spécifiques dans la bataille, et on monte sur une valeur prédictive positive et négative de 79 au 78%, à peu près 80%. Alors que le score EORTC, qui s'attache à décrire des signes cliniques, des signes radiologiques et un biomarqueur quasi spécifique, évidemment perd beaucoup en sensibilité dans la mesure où on ne retrouve jamais cette triade au grand complet pour ce genre de patients. Alors l'avenir, c'est de mieux diagnostiquer ces patients pour savoir un petit peu si on peut les catégoriser d'un côté ou de l'autre, si on peut mieux les catégoriser. La PCR c'est un long débat, ça fait 10 ans que la PCR est dans le pipeline et qu'on va, j'espère, pouvoir l'intégrer dans les recommandations. Elle est standardisée pour le sang actuellement et donc il sera probablement important de pouvoir l'utiliser à l'avenir. Et dans tout ce qui est liquide, BALF et liquide et LCR, elle est en cours de validation. Sa sensibilité, sa spécificité sont bonnes, mais pas radicales, mais bonnes. Et évidemment, si on retrouve plusieurs PCR consécutives positives, à ce moment-là, on augmente fortement la spécificité de cet examen. En ce qui concerne, je passerai assez rapidement sur ce qu'on appelle le Lateral Flow Device, qui est un autre test sérologique, mais qui n'est pas accessible actuellement pour l'instant. Dans la lignée de ce qu'on peut faire avec la PCR, c'est élargir l'assiette de détection moléculaire avec la multiplex, c'est-à-dire que sur un prélèvement de patient, on peut détecter des bactéries et l'Aspergillus fumigatus, parce que nommément c'est celui-là. Avec là aussi des chiffres qui sont intéressants, mais le coût efficacité est encore élevé. Et ce sera extrêmement intéressant chez des patients assez immunodéprimés, bien sûr. Et puis il y a les approches combinées, où actuellement on s'oriente vers le fait de combiner la PCR avec le galactomannan dans le LBA, ce qui permet, avec vraisemblablement une sensibilité, une spécificité supérieure à ce qu'on pourrait faire dans le sang. Et ce qui permettrait pour les patients admis en réanimation de les documenter par le lavage broncho-alvéolaire ou par les prélèvements endotrachéales. Donc j'ai pris le train, le TGV, quoique aujourd'hui c'était une journée où on était un petit peu en retard. Du coup, j'ai pris le temps de... Je vais terminer un petit peu là-dessus, pardon. Donc en gros, pour l'épidémiologie, soyez conscients effectivement des typologies alternatives qui pèsent dans la balance de la décision de catégoriser le malade dans une catégorie ou dans une autre. Pour moi, c'est important. Les typologies alternatives sont actuellement extrêmement importantes à connaître pour ces patients-là. Le facteur saisonnier, j'irai même plus loin. On a, je pense, tous vu... Je me mouille un peu, mais je l'ai vu dans mon centre, des pneumopathies post-virales. Et le VRS, c'est aussi, chez les immunodéprimés, quelque chose dont il faut tenir compte. Il faut s'affranchir du nodule, du signe du halo et du signe du croissant gazeux. Et puis, galactomannan et PCR, qui sont probablement, qui tiennent la corde pour l'apport diagnostique et savoir utiliser l'algorithme clinique.